va attaquer donc oui par ça. Je sais pas si ça vaut le coup que je refasse un peu d'analyse technique. On est vraiment sur une zone vraiment clé, une zone d'une importance capitale, comme dirait Vincent Gann, décisive au niveau de cette journée, mais surtout de cette semaine. Et on n'est plus qu'à une grosse semaine donc de l'élection du président des États-Unis, donc Kamala Harris d'un côté et Donald Trump de l'autre. On va voir si on va avoir besoin de ce catalyseur pour franchir ou non la fameuse zone de polarité des 69. Et en tout cas, on voit qu'on est en train vraiment de travailler longuement la mèche, le point haut de 2021. Donc, à partir du moment où on s'affranchit durablement de ces 69 000, je pense que ça sera voilà, pour aller pousser beaucoup plus haut. Et le scénario baissier, à contrario, ça serait de reperdre les fameux 65 000 ici. On a aussi la moyenne mobile 20 hebdo autour de 62, moyenne mobile 50 autour de 58 et voilà les points bas que vous connaissez juste sous les 50 000 et une moyenne mobile 200 hebdo qui aujourd'hui se trouve à 40 000 $. Ça nous donne quand même bon nombre d'indications pour la suite. Donc là, il y a quand même de la matière pour nous projeter sur une fin d'année 2024 et début 2025 qui serait plutôt positif pour le marché crypto et le Bitcoin. Et on va croiser les doigts, bien entendu, pour que ça suive, que ça continue de suivre, du moins, du côté du SP500, qui, sur un an roulant, a imprimé 42%. Je viens de tout juste de partager le tweet il y a quelques instants. Je vais rechecker pour pas vous dire de bêtises, mais c'était dans ces eaux-là, 42, 43. On est à 41,5 pour être précis, dont 25% à peu près rien que sur depuis le début d'année 2024. Donc, rappelons-nous d'un point de vue statistique que normalement c'est 8% annualisé pour le SP500 et voilà, on peut constater à cette occasion que en effet on vit une année mais surtout 4 ans depuis mars-avril 2020 au moment du crack Covid qui sont complètement folles. C'est des années qui très certainement vont marquer de leur empreinte les prochaines décennies d'un point de vue de comment les marchés se sont comportés à partir de là. Et je te confirme, Holder Grey, c'est pour ça que j'ai lancé le stream un peu plus tôt. Je suis malade, en effet. Je ne sais pas si je vais garder ma voix tout le live, puisque les derniers jours, j'avais quasiment perdu ma voix. Donc, j'essaie de pas trop forcer dessus. Au pire, on fera un petit live ASMR du Seigneur. Mais voilà, ça rappellera des bons souvenirs. L'émission ASMR, pour ceux qui étaient là le 1er avril 2020, peut-être 2021, je ne sais plus. J'ai plus le timing. Non, 2020, c'était Satoshi Nakamoto a été trouvé avec le faux article sur Paul Calder-Leroux. Et d'ailleurs, je crois que j'en avais traumatisé quelques-uns avec ce faux article sur lequel je m'étais basé pour vous faire une émission au 1er avril en mode ça y est, Satoshi Nakamoto a été découvert, tout va aller à zéro. C'était assez drôle de mon côté, mais il y avait quand même pas mal de gens qui l'avaient pris malheureusement au pied de la lettre. Et ouais, c'était un peu chaud cette fois-là. Et après, il y a eu le ASMR. En effet, ça devait être l'année d'après, du coup, 2021 ou un truc comme ça. Donc, on essaie voilà, de trouver des petits trucs pour vous faire rire aussi de temps en temps. C'est bien de débrancher son cerveau parfois quand on est sur les marchés. Parce qu'au quotidien, c'est vrai que et, quelque part, ça rejoint un peu toute la phase que l'on traverse depuis plusieurs mois désormais. On a un marché qui est très complexe, qui, malgré tout, on a un Bitcoin qui est très fort, là, vous le voyez au niveau du chart, mais quand on regarde les indices, et notamment américains, eh bien, on a un marché américain qui est très fortement en bull run. Quand on regarde en non logarithmique, voilà, on a quand même quelque chose qui est très vertical, très directionnel. Donc, la question que je me pose finalement, c'est à quel moment on aura de nouveau une phase telle qu'on l'a eu entre janvier 2022 et l'automne 2022, ou pire, une phase comme on l'a connue au moment de la bulle des années 2000 ou des subprimes en 2007-2008. Alors aujourd'hui, est-ce que on peut qualifier via Nvidia, via l'intelligence artificielle et tout ce qui va bien, que nous sommes en bulle pour le marché américain? Je pense que c'est un peu trop tôt pour le dire, mais c'est vrai qu'on est dans une ère, en tout cas,
de l'hyper-liquidité, de l'hyper-capitalisation et une ère où tout monte finalement, et même le gold, on l'a vu, qui continue de monter. Et il y a quelque chose un peu bizarre en fait. Faudrait reprendre les statistiques sur des dizaines d'années, de voir quels ont été les moments importants de marché où comme ça on avait tout qui était en train de monter. Et je pense que en faisant ce travail-là, on pourrait découvrir peut-être ce à quoi on pourrait s'attendre pour 2025-2026, et notamment tout le côté où on pourrait avoir un rebond d'inflation et slash récession, parce qu'on n'est pas complètement sorti de l'ornière face à tout ça. C'est un peu un phénomène qui a tendance à se déclencher quand il se déclenche. C'est pas une vérité sur 99% du temps, mais quand ça se déclenche, c'est un peu à retardement et c'est un peu un double effet qui se coule. Donc là, année préélectorale et année électorale au final en devenir à seulement 7 jours de l'élection du nouveau président des États-Unis ont tendance à être des années porteuses. Je demande à voir, une fois tout ça acté, comment vont se comporter les marchés et dont le nôtre, puisque là aussi, on en a déjà discuté, mais je vous le rappelle, pour les gérants de portefeuille, les banques privées, les hedge funds, etc., je suis abonné désormais à bon nombre de newsletters et j'essaie voilà, de tendre et l'œil et l'oreille sur des sphères qui sont des sphères un peu plus institutionnalisées. Et pour eux, c'est un peu un nothing burger ce qui est en train de se passer, que ça soit Kamala Harris ou Donald Trump qui soit élu. Pour eux, ils s'en foutent complètement, ça ne changera pas la donne pour le marché américain. Par contre, pour le marché crypto, sur le papier, en tout cas, pour pas rentrer dans de la politique, comme je dis souvent. Et c'était marrant, il y avait quelqu'un en commentaire sur YouTube qui m'a dit, quand on dit ne pas faire de politique, on en fait déjà. Donc j'ai trouvé ça plutôt amusant, tu vois, comme phrase. Et je vois que ça fait sourire Manu. Et donc le but, voilà, c'est pas de dire on préfère Donald parce qu'il a l'air sur le papier plus pro-crypto. Mais en tout cas, oui, on a l'impression qu'on a un candidat qui est un peu plus réceptif par rapport au domaine crypto, et une candidate qui est en train d'y venir par la force des choses parce qu'elle a compris quand même qu'il y avait un auditoire et certainement des votants par rapport à tout ça. Et d'un autre côté, je suppose que aussi, comme elle est un peu moins âgée que ses prédécesseurs et que même Donald Trump, hein, tout court, peut-être qu'elle prendra ce train en marche et qu'elle comprendra qu'il y a une partie de la population aujourd'hui que oui, ça intéresse et qu'il y a voilà, un truc à jouer de ce côté-là. Donc, je ne sais pas ce que ça peut donner, honnêtement, l'avant et l'après élection, si ce n'est que si on a un push maintenant au niveau du Bitcoin, on risque d'avoir un sell the news derrière, même si c'est que de quelques milliers de dollars, mais on va avoir de la grosse volatilité tout autour de cet événement. Tandis qu'au niveau du marché tradi, le SP500 notamment, je pense que voilà, c'est pas là où on va avoir des très gros décalages. Et bien que le gros décalage peut arriver un peu à tout moment désormais sur un marché qui est très très haut perché. Donc voilà, je suis toujours dans cet attentisme, comme je vous l'ai décrit au travers d'un post Twitter qui a été repris ce matin sur YouTube. Pour quelqu'un qui jouerait un peu plus court terme, je suppose que ça vaut peut-être le coup de se sécuriser. J'y réfléchis encore moi-même, mais d'ici à ce que je prenne une décision, très certainement que l'élection sera passée, donc ça sera trop tard pour agir. Mais quelqu'un qui aujourd'hui serait rentré sur Bitcoin à 15-20 000, quand bien même on pense qu'on va à 100 ou 150 000, ça fait partie des zones clés là, autour de 70 000, où ça peut valoir le coup sur le court terme de faire le tampon et de se dire, OK, je loupe 70 à 75 par exemple, mais au moins j'aurai des confirmations à 75. Et si jamais ça part dans l'autre sens, je me suis sécurisé autour de 70 000 et je peux re-rentrer à 65, à 60, à 50 et toutes les targets que le marché voudrait bien nous donner. Donc c'est peut-être un peu tard pour faire ça, puisque c'est quelque chose qu'il aurait mieux valu faire, notamment en amont du crack du 5 août au moment du yen carry trade. Donc c'est pour ça que je suis pas convaincu à 100% que ça soit le moment là, notamment pour des investisseurs comme nous qui sommes là depuis des trimestres, des années, d'essayer de timer un peu ce franchissement de l'ATH.
Mais pour ceux qui ont des portefeuilles conséquents, j'essaie toujours de me placer un peu justement dans la tête d'un gestionnaire de fonds. Le risque qui peut en découler à court terme, si jamais ça tourne mal, n'est pas très ajusté pour jouer 70 à 74 quand on peut prendre beaucoup plus en termes de downside, justement, si ça ne se passe pas bien. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte en termes de gestion du risque, mais j'espère que ça vous donne un peu de grain à moudre de votre côté, tout en ayant bien en tête que c'est très certainement pas le moment de justement rentrer, sortir comme ça sur un coup de tête. Si jamais vous ne savez pas précisément ce que vous faites, là, ça s'adresse un peu plus à ceux qui font du trading actif avec des points d'entrée, des points de sortie et des moments sur des gros portefeuilles bien précis, notamment sur Bitcoin, où ça peut valoir le coup de rester un tout petit temps sur le banc de touche, le temps d'avoir des validations ou des invalidations de la part du marché. Manu, bonsoir. Salut Manu. Salut CM, ça va? Désolé, le changement d'heure, je suis un peu décalé. Ah ben c'est vrai que ouais, là c'est le changement d'heure, ça pique, hein. Ouais, je t'ai entendu parler de newsletter à un moment. J'ai lu une superbe newsletter de l'Oracle. Je vous conseille vraiment de vous abonner, c'est excellent. Ouais, on va vous mettre le lien dans le chat d'ailleurs. Dit-il totalement neutre, bien entendu. Oui, ben, je pense que tout le monde la connaît maintenant, mais pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, on a lancé notre petite newsletter hebdo que vous recevez tous les lundis à 9 h dans votre boîte mail ou directement sur Substack. Et c'est la première pierre de l'édifice de l'Oracle qu'il nous tarde de vous présenter et qui, si tout va bien, mais voilà, il y a tellement de boulot à fournir qu'on ne sait pas si ça sortira en temps et en heure. D'ici la fin de l'année, allez, on va dire. Mais on espère vous le sortir d'ici fin novembre. Mais bon, c'est peut-être un peu optimiste au vu de la charge de boulot qui nous reste. Mais on bosse dur en off pour vous offrir quelque chose qui sera satisfaisant pour tout le monde, accessible à tous. Ça a été vraiment le nerf de la guerre. Et voilà. Donc, on n'en dit pas plus pour l'instant, mais on est assez fiers du boulot qu'on est en train de fournir. Et surtout, c'est dans l'air du temps de ce qui nous a été demandé et qui aussi encapsule l'aspect communautaire dont on peut se targuer depuis très longtemps au niveau de CM. Je pense qu'il ne se passe pas un jour sans qu'on soit sur le Discord, notamment avec tout le monde le matin, le soir. Et voilà, c'est pour moi un des trucs qui a été le plus réussi au niveau de CM, de pouvoir fédérer une communauté qui se respecte, une communauté qui, on le voit à l'image des statistiques sur YouTube, a en moyenne autour de 35 ans. Alors, ça ne veut pas dire que des fois, on n'a pas quelqu'un de 20 ans, comme ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un jeune retraité de 60 ans, mais la moyenne de notre communauté se trouve autour de 35 ans. Et sur le Discord, il en ressort un vrai respect, beaucoup d'échanges bienveillants. Et quand il y a quelqu'un qui a un problème, on est tous là pour essayer de l'aider à le résoudre. Et ça, pour moi, c'est, je pense, à ce jour, au-delà des chiffres, au-delà des réseaux, au-delà de YouTube, ma plus grande fierté au travers de CM. Donc voilà, je suis plutôt fier de ce qu'on a accompli autour de tout ça. Tu peux l'être. Bon, pour rebondir sur ce que tu disais, je suis assez d'accord, effectivement. J'ai vu qu'on avait attaqué les 69, que ça avait du mal à passer. J'espère effectivement que ça ne parte pas trop vite. Tu l'as dit, moi, je suis persuadé qu'on a une attente au niveau des élections américaines pour lancer le marché. Ça m'étonnerait pas, tu vois, qu'on se situe aux alentours de la TH, on peut passer les 70K, revenir à 68, voire 65. Je vois des lignes de toutes les couleurs qu'on peut retoucher, etc. À mon avis, on va vraiment attendre ce résultat d'élection américaine et effectivement, ça devrait pas tarder. On ne devrait pas attendre trop longtemps après pour avoir des belles bougies d'une belle couleur. Après, je vois que ton MACD, il est en 3 croisés bullish. Je vois que des indicateurs à peu près au vert. Hein. J'ai vu dans le chat quelqu'un qui parlait de la Bitcoin dominance à 60%. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Je vous rappelle que en janvier 2021, elle était à 73. Donc, c'est pas non plus délirant. Mais elle continue de monter. On a notre petit Ether qui stagne, les alts qui attendent patiemment.
Bon, tout le monde est dans les starting blocks, hein, j'ai l'impression. Je ne sais pas comment toi tu ressens un peu l'ambiance à droite à gauche, mais moi je trouve que l'ambiance elle a changé par rapport à quand on en parlait il y a ne serait-ce que 3 mois, je dirais, où on était vraiment, moi je trouve, vraiment des gens qui étaient en capitulation, qu'on avait marre de la crypto, etc. Là, je sens que tout le monde est un petit peu plus, pas encore dans l'effervescence, tu vois, mais on sent qu'il se passe un début de truc. Donc je reste optimiste et je trouve effectivement que ça sent plutôt bon. Sauf gros Black Swan, tu vois. Oui, voilà, ça viendrait d'un élément extérieur qu'on ne pourrait pas prévoir. Mais sinon, je te rejoins tout à fait hein, au niveau du Bitcoin. Le seul truc, comme tu l'as noté par rapport aux alts notamment, ben, c'est cette fameuse dominance qui, on le voit, elle a travaillé longuement sous les 55% pour finir par les casser et aller s'établir à 60. Qui sait désormais jusqu'où elle peut continuer de monter. Là, c'est un chart qui, pour l'instant, ne montre pas des signaux de top. Donc, c'est assez extraordinaire de se dire que vraiment, c'est un cycle 15 ans plus tard, qui une fois de plus met Bitcoin à l'honneur. Là, les maximalistes, ils doivent vraiment exulter. C'est la fête du slip chez les maximalistes. Là. On voit pas encore, je trouve, trop de pump it up maximaliste encore, Non, c'est vrai. maxi qui sont en train de dire bah il est où le flippening alors Si, j'ai vu des posts flipping Solana vs ETH, ça on en Ah voit. oui, ça c'est vrai que j'ai vu ce genre de choses. Peut-être, ça fait quand même, je crois depuis le mois de février que Solana n'a pas été en PLS, donc ça commence à fonctionner correctement, hein, j'ai envie de dire, comme blockchain. Il y a quand même pas mal de fragmentation de la liquidité. Je pense que c'est ce qui joue un peu hein, sur le prix de nos alts. L'argent ne peut pas aller sur toutes les alts qui sont sorties cette dernière année, j'ai envie de dire. Donc c'est aussi pour ça qu'on a à mon avis, aussi des mouvements de prix qui sont plus, on va dire, mesurés pour commencer. Mais après, on l'a déjà dit, mais le nerf de la guerre, ça reste la liquidité. Et on attend que cette liquidité arrive, et elle arrivera peut-être avec un petit peu de baisse des taux encore, et puis un feu vert donné au niveau du coup d'envoi de ce bull run. Mais on est bien en bull market. Hein. Quand tu regardes la dominance, tu te dis qu'on est bien en bull market, et le prix du Bitcoin nous le confirme. Il attend tranquillement son heure. Ouais, une action de prix qui continue de se cloisonner, proche de l'ancienne ATH, enfin de l'ATH actuelle d'ailleurs, puisque je dis l'ancien, mais 73 500 $ qu'on a touché en mars 2024, donc c'était il y a à peine 8 mois. Que dire de plus ETH BTC, comme tu disais, qui, lui, par contre, il n'a toujours pas du tout bottom. On est quand même sur 6 mois de baisse consécutive hein, sur ETH BTC. On n'a pas vu ça justement depuis le gros crack qu'on avait notamment ici. C'était en 2018. Donc, on est typiquement dans les clous de ce qui s'est passé précédemment, en fait, hein, par rapport à ETH. À ceci près, quand même, j'attire votre attention sur le fait que, à la fois contre le dollar et contre Bitcoin, à l'époque, c'était moins 90%. Aujourd'hui, je vous le mesure, pour donner la petite comparaison, on est à moins 58, moins 59. Donc, ça peut paraître fou, mais d'un autre côté, quand on fait le compte en fait de ce qui s'est passé, avant qu'on ait ce décrochage ici, on était à peine sur moins 44 pendant tout le gros du bear. Et le souci, c'est que ça a refait un peu ce que ça a fait en 2018-2019. À retardement, on a eu un moment où, en fait, Ether était à l'équilibre en termes de performance, et je vous l'ai partagé plusieurs fois, sur le bag du DCA ETH BTC, sur lequel j'ai mis 50 ou 100 $ toutes les semaines pendant le bear market. Et en fait, il y a eu un temps où Bitcoin a progressé rapidement et en amont de Ether. Et il y a eu un moment où Ether, sur ce cycle, est venu chercher quoi, autour de 4000 $, je crois que c'était en dollars, et où on a eu Ether qui a rattrapé son delta face à Bitcoin. Et en fait, c'est à ce moment précis où, à partir de mars, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais l'intérêt croissant autour de BTC, le manque d'engouement autour d'Ether et le fait qu'à l'approbation d'Ether Spot, ils n'ont pas réussi à le vendre à leurs clients institutionnels,
ben, ça a été vendu, ça a été alimenté de FUD sur les réseaux sociaux, ça a continué. Et en fait, c'est à ce moment précis où on se retrouve aujourd'hui avec un Bitcoin qui est de retour à quasiment le prix de mars, ou du moins autour du prix de mars. Sauf que entre-temps, Ether, effectivement, a dévissé de moins 30 ou moins 40% sur le ratio, comme on le voit. Donc, en fait, ne serait-ce que pour combler le petit retard qu'on a sur Ether face à Bitcoin, on devrait actuellement être autour de 4000 $ par rapport au prix sur lequel nous travaillons en mars. Et c'est là où finalement le chart retranscrit très bien le sentiment de ce qui est en train de se passer autour de Ether. Le souci étant, c'est que comme on le voit quand on empile des bougies comme ça, qui sont des bougies assez massives, ben on est encore assez loin, mis à part si on a un V-bottom sorti de nulle part. Mais si on refait une configuration un peu comme ça, en rectangle /W, le temps que ça se construise, on en a jusqu'au premier trimestre 2025 bien tassé pour avoir fini notre bottom sur Ether. Si ça se repasse toujours de façon 2019. Et quelque part, ça respecterait la cyclicité puisque ça laisserait le temps à Bitcoin de faire son propre run et ensuite d'avoir une alt season en bonne et due forme. Donc, je ne me projette pas trop sur un cycle qui soit à ce point parfait, mais on est quand même un peu dans les clous au final de ce qui s'est passé au cycle précédent. Ouais, pour Ether, je rajouterais que effectivement, on a eu l'ETF. Et l'ETF, je pense qu'il n'a pas forcément été, ça n'a pas forcément été une réussite de dingue parce que autant Bitcoin, je pense que la proposition de valeur, de la comparaison avec l'or digital, etc., a quand même été assez simple à comprendre pour les investisseurs et puis ils l'entendaient depuis assez longtemps pour se dire bon pourquoi pas. Sur Ethereum, c'est un narratif qui est plus jeune et à mon avis, le fait d'avoir ce doute qui a plané sur tout ce qui concerne le staking d'Ether, en fait, ça a fait perdre un peu de valeur au fait d'investir dans Ethereum. Et ce que je veux dire, c'est que si jamais demain, par exemple, on a une décision claire qui dit que de la même façon qu'on peut avoir un ETF Ether, en fait, on a le droit d'avoir un ETF, par exemple, stake Ether, enfin Ether stacké en tout cas, et ben là, on va avoir un narratif qui va être totalement différent où les gens vont comprendre, les investisseurs vont comprendre qu'ils ont non seulement un actif qui s'apprécie, mais également un actif qui yield. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui n'a pas été vendu tel quel parce qu'il n'était pas possible légalement de pouvoir donner de l'Ether stacké à ces investisseurs-là. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut arriver, c'est assez logique, ce serait assez logique que ça arrive assez vite, mais pour ça, il faut un changement de leadership à la tête de la SEC et compagnie. Et donc, ça peut être quelque chose qui nous éviterait un petit peu, comme tu dis, le W infini qui nous envoie en mars ou en février, et quelque chose qui V-bottom en disant, attendez, non, on a un actif non seulement qui s'apprécie, qui yield, et en plus, si c'est le bull run et qu'on a des transactions qui augmentent, qui va redevenir déflationnaire. Et à ce moment-là, on aura la sainte trinité, j'ai envie de dire, d'un Ether qui pump. Donc, je reste confiant. Ouais, puis moi je me dis, plus sur les réseaux sociaux ça déblatère sur Ether, plus au final on voit Vitalik de l'autre côté qui est en train d'afficher une roadmap qui est plus belle que jamais et de communiquer même sur les sujets qui semblent être des sujets problématiques, notamment les dépenses de la fondation et tout ça. Donc là récemment, ces dernières interventions, j'ai trouvé ça très direct, peut-être bien plus que d'habitude, très clair. Et là aussi, peut-être plus que d'habitude, parce que des fois, lui, quand il s'exprime, c'est pas que je critique la façon de s'exprimer de Vitalik, mais il a une façon à lui très, on va dire, mathématique, technique, et qui est peut-être pas compréhensible par le commun des mortels. Mais ouais, franchement, pour moi, ça pousse dans le bon sens. Après, j'essaie de faire le travail de mon côté de ne pas être impacté par le fait d'avoir des Ethers. C'est un truc qui me semble aujourd'hui extrêmement important parce qu'il y a des gens qui le disent en trollant sur les réseaux sociaux, mais on est forcément impacté par ce qu'on a dans notre portefeuille. Et en fait, j'ai fait ce petit travail d'introspection et aujourd'hui, j'ai la chance, contrairement à 2021, de ne pas être exposé que à Ether ou à la Galaxy ERC20 ou à des altcoins.
Donc, j'ai une bonne moitié de portefeuille en Bitcoin qui, même aujourd'hui, est en Bitcoin et peut-être va rester pour l'intégralité du cycle en BTC. Je ne sais pas. On verra au moment des rotations si ça va mieux. Mais ce qui veut dire que quand je fais ce travail d'honnêteté intellectuelle, de est-ce que j'essaie d'admirer plus Ether parce que j'en ai en portefeuille, ben, j'en suis venu à la conclusion que non, puisque d'un point de vue spéculatif, j'ai déjà plus ou moins réussi mon bull run de par l'équilibrage que j'ai réussi à avoir dans mon portefeuille. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Ether, dans mon portefeuille, pénalise quelque part la méga performance de Bitcoin, la cannibalise un peu. Mais si jamais j'ai Bitcoin qui méga performe et Ether qui suit derrière au pas et qui nous fait un semblant de flambie en venant tout juste chercher son ancien ATH des 5000 dollars, j'aurais beaucoup gagné sur Bitcoin et j'aurais un peu gagné sur Ether. Si jamais Bitcoin se met à stagner autour de 100 000 et des brouettes, j'aurais beaucoup gagné sur Bitcoin et beaucoup sur Ether aussi, si derrière il y a une vraie alt season. Donc il n'y a aucun scénario où au final je suis impacté par le fait de me dire je veux absolument que Ether réussisse parce que tout mon avenir financier, blablabla, dépend de ça. Voilà, je pense que il y a un moment aussi où c'est une question qui est légitime de se poser et qui est très intéressante à traiter d'un point de vue psychologie humaine. Donc voilà, ça m'apparaît intéressant d'en discuter. Là aussi, ça peut paraître peut-être un peu présomptueux ou arrogant de le dire comme ça, mais ça me permet de parler d'un sujet qui est un vrai sujet, parce que la plupart du temps, et on peut en témoigner nous-mêmes, puisque au cycle précédent, on était comme des oufs avec le moindre truc qu'on possédait dans notre portefeuille, on a tendance à vite, et notamment en bull run, nous transformer justement en fameux supporters de foot, à vouloir pousser absolument le truc qu'on a en portefeuille parce que c'est le dernier truc méga hypé qui va changer le monde, que tout le monde va s'arracher et blablabla. Et voilà, c'est les mêmes poncifs à la fin et narratifs qu'on se répète à chaque fois. Mais c'est un truc intéressant aussi de aujourd'hui se dire que oui, j'ai un actif en portefeuille qui a moins performé que Solana, qui a moins performé que Taobi Tensor, qui a infiniment moins performé que les mêmes coins dans le top capitalisation des mêmes. Mais d'un autre côté, au moins, je suis bien assis sur mes appuis. J'ai pas envie tous les 4 matins de vendre mes BTC ou mes Ethers. Et c'est quelque chose sur lequel je suis plutôt à la fois à l'aise et fier d'avoir construit ça d'un point de vue portefeuille pur et dur. C'est pas pour autant qu'aujourd'hui mon portefeuille me convient totalement. Il est en pleine mutation, il est en pleine construction. J'espère avoir d'ici le prochain cycle un portefeuille encore mieux et mieux assis et qui pourra résister à toutes les intempéries. Mais voilà, c'est un truc qui m'apparaissait plutôt cool à traiter. Je sais pas comment toi tu vois les choses, Manu, et on a été rejoint par Samy aussi. Salut. Salut Samy. On aimerait bien avoir des meilleurs portefeuilles, des portefeuilles un peu différents en fonction des pumps. Mais si je pense à quelque chose, si je me rappelle le passé, je me dis que j'aurais dû m'asseoir sur mes mains et au final, je vais suivre mon propre conseil. Je m'assois sur mes mains, je garde un petit peu de cartouches en stock pour envoyer si jamais je vois la nouvelle pépite crypto de TikTok pour regarder un peu ce qui se fait. Même si j'ai pas le x100, si je peux avoir le x20, ça me suffira. Et puis après, tout dépend aussi de l'horizon de temps dans lequel elle est là. Moi, je suis long terme, donc au bout du compte, il faut que ça pump, il faut que ça se passe bien. Et puis après, de toute façon, je serai encore là dans quelques années. Donc, je suis pas non plus pressé outre mesure, même si c'est quand même plus sympa les périodes de bull market que les périodes de bear market. Les 3 dernières années qu'on vient de se faire, elles sont sympas, mais c'est pas les meilleures, quoi. Disons que si on peut faire un peu la fête, ce serait plus sympa. Voilà. Donc moins stressant, mais après voilà, en tant qu'investisseur, il faut savoir, comme je vous l'ai déjà dit, avoir un portefeuille moyen, court, moyen, long terme, quoi. Ouais. On a le Bitcoin qui est autour de 69,3, mais surtout ce que je suis en train de voir, c'est qu'on a le BTC1 du côté des futurs du CME qui est quasi à 70 000, 3-4% sur la journée, tandis que le spot est à peine à plus 2. Donc ça se bouscule au portillon des instits, on dirait bien. Est-ce qu'on a un gap? Samy, je ne sais pas si tu as un avis justement sur ce côté, toi qui viens plus de la TradFi
et qui finalement aussi a mis un pied ces dernières années en crypto et a vu un peu le côté, les deux côtés. Est-ce que tu penses qu'on a tendance à être un peu trop justement supporter de foot dans la crypto? Ah, totalement, hein, totalement. Mais après, c'est parce que c'est les premiers amours. En fait, quand tu commences en crypto, je suppose que tu as tes premières crypto favorites et dès que tu fais ton x5, ton x10, tu as un attachement émotionnel, on va dire. Donc après, c'est dur de s'en détacher. On le voit avec ceux qui sont en XRP depuis 2018. Bon, les pauvres, ils s'en sortent pas, quoi. Donc après, oui, ça, cet attachement-là, mais il est aussi en TradFi, c'est moins puissant, mais ça existe aussi en TradFi. Et d'ailleurs, on parle souvent de ça sur le Discord par rapport à ETH. Parce que ETH, il y a un énorme attachement émotionnel, parce que c'est la première crypto qui a proposé les smart contracts, tout le monde l'utilise, tout le monde continue de l'utiliser. Et pour autant, peu de gens essaient de remettre en cause un peu ce qui se passe sur ETH. Donc là, pour l'instant, il se passe pas grand-chose. On se fait grappiller un peu de la TVL par-ci par-là. Mais il faut rester, je pense, avec un sens critique si jamais ça va, si jamais on voit que les choses ne vont pas dans le bon sens. Pour l'instant, c'est pas le cas. D'ailleurs, ça traduit l'attitude de Vitalik, hein, qui est beaucoup plus actif ces derniers temps. Donc ouais, l'attitude supporter de foot, oui, en crypto, je la constate. Mais en TradFi aussi, ça existe, hein. Il y a des gens, Total Energy et tout ça, il y en a qui sont sur Total depuis 10 ans et même si ça chute de 30%, ils vont pas lâcher, ils vont dire que c'est la meilleure compagnie au monde. Donc, Ils vont racheter. ah ben oui, bah, moi je vais acheter, ça c'est sûr, mais après, Les vrais après supporters. voilà. C'est ceux qui rachètent en faisant des holas à la maison et avec la corne de brume et en chantant Mais allez, allez, justement, allez. en TradFi, ça me fait penser, Tesla, c'est l'action qui a le plus de supporters de foot. Ouais, ça Mais c'est parce sûr. qu'il y a un attachement avec Elon Musk aussi, c'est différent. C'est Ouais, que ça vraiment, m'étonne pas. lui, Il y a un côté un peu, ça me fait vachement ressentir ce que je pouvais avoir à l'époque par rapport à Tesla quand il y avait encore Steve Jobs. Et on est vraiment pour moi dans les clous de ce qui s'est passé à cette époque, à ceci près que Tesla aujourd'hui, ça représente un peu un proxy indirectement à toute la galaxie qui gravite de près ou de loin autour de Musk, comme les autres entreprises ne sont pas cotées. Mais ouais, je sais pas ce que ça donnera à l'avenir. Mais aujourd'hui, je ne me verrai pas en tant que personne exposée aux États-Unis et à la tech aux États-Unis ne pas être exposé même 1% du portefeuille à Tesla. Ça ferait bizarre, tu vois. Peu mais importe c'est ce que m'a si dit on y mon croit, ami. c'est J'ai un ami IRL qui m'a dit la même chose. Il me dit, tu sais, il me dit, moi, je suis investisseur de Tesla, mais en réalité, je m'en fous des bagnoles. Je lui ai, je lui ai dit, bah alors pourquoi tu es investisseur? Il me dit, moi, j'investis sur le futur, sur la robotique, sur l'IA, sur l'avant, les nouvelles technologies. Et il m'a dit, dans tous les PDG qui existent, j'ai confiance en Elon Musk parce que c'est le seul qui va savoir avancer et prendre les trains. Et Mm. sur ça, je lui donne totalement raison. C'est que Elon Musk, dès qu'il y a quelque chose à faire, dès qu'il faut les porter, entre guillemets, et avancer, c'est le premier, quoi. Ouais, Donc mais ça, sur tu as ça, raison. Et aussi, je trouve que, tu vois, dans notre monde où il y a pas mal de déshumanisation, etc., le fait d'avoir un peu une figure, un petit peu, je ne sais pas si tout le monde m'autorisera le terme, mais on va dire un peu patriarcale, euh, c'est euh, c'est rassurant, je pense, tu vois, de se dire que il y a quelqu'un qui est en charge. Alors, on imagine bien que c'est pas lui qui dessine des fusées ou des moteurs de fusées ou des moteurs de voitures ou des châssis, etc. Mais on sent que il y a quand même une idée derrière et qu'il y a quand même quelque chose qui est porté et que le fait que les gens y croient et le suivent, et ben, au bout du compte, ça a plus de chances de réussir. bien sûr, hein. C'est un peu la même chose avec Nvidia. Ils sont PDG Oui, Jensen exactement. Huang. Ouais, ouais. Il incarne vraiment sa société, hein. C'est des gens qui incarnent, qui hésitent pas à aller au front, à Et faire des CM parlait d'Apple, conférences, à se justement. mouiller. Mm. Ouais, et CM parlait d'Apple justement, et on avait eu cette peur quand le PDG d'Apple était décédé, de se dire ouais, Apple est mort, peut-être qu'au final ça mènera ça n'ira nulle part, ça va tomber, etc. Ça n'avait pas été le cas,
Mais on avait justement voilà, cette réflexion sur la figure, on va dire, dirigeante de ce genre d'entreprise, même s'il s'agit de méga entreprises, quoi. En crypto, il y a un peu ça sur Ethereum, hein, avec Vitalik. Alors en crypto, ouais, il faut faire plus attention parce que sur le dernier cycle, en tout cas, on a eu beaucoup de gourous qui ont popé d'un peu partout. Hein, ceux qui étaient là, les André, les Danielé, on a eu plein de mecs comme ça qui ont popé et qui étaient là pour dire ouais, nous c'est le futur. Et en fait, les Do Kwon, ouais, voilà, enfin toutes les SBF, et j'en passe, etc. Et au bout du compte, ça s'est pas hyper bien passé parce que on n'est pas Elon qui veut, et puis en l'occurrence, peut-être que le produit n'était pas aussi révolutionnaire à la fin que ce qu'on avait bien voulu en dire. Et ouais, comme il disait dans le chat aussi, MicroStrategy, je l'ai où? Il doit être dans le vert de toute façon. Il est là, 256 $. Ça devient bien vertical. C'est une belle Et bougie. c'est peut-être que le début, d'ailleurs, est annonciateur de ce qui risque de se passer sur Bitcoin, on l'espère. Mais complètement fou, hein, cette volate sur MSTR. Je pense que le retour de raquette lors du futur bear sera à la hauteur aussi de tous les gens qui seront venus s'empéguer sur MSTR, quoi. Ah non, mais ça, c'est sûr qu'il va falloir quand même être prudent parce que tu l'as rappelé tout à l'heure en début d'émission, mais on n'est quand même pas. Enfin, nous, on est dans notre petite bulle crypto, etc. Mais quand on regarde ce qui se passe à l'extérieur, j'ai pas l'impression que ce soit la fête au village dans tous les villages et que les gens sont en passe de galérer bien et toutes classes confondues. Hein. J'ai l'impression que c'est la galère générale parce que on peut pas dire que on ait non seulement beaucoup d'argent qui aille pour les smicards, moins d'impôts pour les classes moyennes ou pour les très riches, etc. Et ça, c'est plutôt mauvais signe et ça peut amener effectivement à de la récession à terme. À de la récession, enfin, tu vois, augmenter les impôts, des fois, c'est contre-productif. On va voir ce que ça va donner, etc. Mais voilà, ça peut être un moment où il faut profiter de l'instant présent et demain sera peut-être un petit peu plus compliqué. Mais ça peut être le chant du cygne. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, je le sens un peu comme ça. Hein. C'est-à-dire du style profitez, prenez ce qu'il y a à prendre, tant ce qu'il y a à prendre. Et après les 7 ans de pain blanc, on prendra 7 ans de pain noir. Quoi. Ouais. Je viens de voir que sur Riot, en mensuel, tu as une configuration de retournement ultime là, au niveau des chandeliers sur un trimestre au final. Donc, si ça part en bull run, ce truc aussi, ça risque d'être plutôt pas mal. Surtout que c'est largement soutenu. Bah, vous avez la petite légende en dessous, hein, par toute la compagnie qui va bien, Vanguard, BlackRock, Fidelity, JP Morgan, Goldman, Citigroup. Après, on avait fait déjà je crois, la rétrospective, que ça soit avec toi, Samy, ou Marc, ou tout le monde, que c'était peut-être pas non plus la panacée d'investir sur les minières, mais ça reste aussi des proxys qui peut-être sont un peu moins bombes à retardement, grenades dégoupillées dans la main, que d'acheter des mêmes coins tout azimut sur lesquels on a strictement aucune vision, entre guillemets. Enfin, perso, à choisir entre mettre 1000 $ sur Riot ou 1000 $ sur le dernier meme coin qui vient de sortir, je préfère aujourd'hui mettre sur une minière. Mais voilà, ça ne regarde que moi. De ce côté-là, c'est no-brainer. Parce que Riot, bon, moi, j'aime pas investir sur des minières, mais parce que je suis déjà investi en crypto. Donc, j'aime pas accumuler le risque sur la même classe d'actifs. Mais en vérité, ça s'entend tout à fait. Hein. Celui qui veut avoir un peu de minière. Bon, moi, voilà. Là, tu as mis marathon sur l'écran. Je préfère marathon, moi. Mais au côté fondamental. Mais Riot aussi, ça peut s'entendre. Si on pense que Bitcoin va s'apprécier sur les 6 prochains mois, ça peut s'entendre d'acheter des minières. Et en plus, ça peut aussi faire sens, tu vois, d'acheter un peu les mineurs, comme on dit. Enfin voilà, tu dis les minières, mais c'est les pioches, quoi, tu vois. Tu vends un peu les pioches, tu récoltes un peu l'or qui sort de la mine, etc. Plus tu peux spéculer sur l'or des autres.
c'est plutôt effectivement intéressant au moment où on est en tout cas. Ouais, Après, il faut leur faire confiance pour vendre leur Bitcoin au bon moment aussi. Oui, oui. Après, je pense vraiment que les investissements en minière qui sont faits par BlackRock, etc., c'est des investissements qui sont faits long terme, quoi. Au moins moyen terme. C'est-à-dire que vraiment, je pense qu'ils voient ces investissements à 5 à 10 ans euh, se dire si Bitcoin ça tient, avec les halvings et le fait que les récompenses vont être de moins en moins importantes, au bout du compte, si on a quand même un Bitcoin qui s'est vraiment bien apprécié, ce sera toujours quand même rentable de l'avoir. Et en termes de décentralisation, je pense que ça les intéresse. En termes plutôt de centralisation, j'ai envie de dire, ça les intéresse d'avoir une partie des mineurs qui soit sur le sol américain et qui soit aussi, d'un certain côté, si Bitcoin fonctionne, un investissement qu'on pourra classer dans les investissements dits stratégiques. Et ça change carrément aussi les perspectives d'investissement, un peu comme ceux qui en temps de paix investissent quand même sur des Dassault, tu vois, des trucs comme ça, parce que ça peut quand même bien fonctionner quand le monde part en sucette. Bah, là, c'est un peu la même, quoi. ouais, il y avait Carius qui disait j'ai encore 20% de stablecoin, mais en attendant un dump, j'ai des doutes sur le fait qu'il survienne. Bah, t'en fais pas, même si on franchit 75 000, tôt ou tard, tu auras un retracement et certainement un retracement majeur. Et moi, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas ce luxe des 20% en stablecoin que je m'étais mis dans un coin de ma tête en mode tu les garderas coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et quelque part, je pense que pour un fonds de portefeuille, c'est pas mal de tout le temps garder ça au cas où justement tu as un signe noir ou un méga crack de marché, un peu comme il y a eu le 5 août la dernière fois, tu vois, un truc un peu violent là, un peu en journalier. Donc franchement, rien ne presse et 20% de stable, même en bull run. C'est pas un truc qui me paraît déconnant, hein. Et moi, aujourd'hui, je préférerais les avoir, tu vois. Je les ai pas là immédiatement parce que j'ai choisi d'être exposé to the moon, mais je suis pas non plus super confortable. C'est exactement ça, hein, CM, qui a créé le sentiment qu'on avait ces derniers mois. C'est un marché où tout le monde a anticipé un peu la hausse et tout le monde est surinvesti et tout le monde claque un peu des fesses en se disant il faudrait quand même que le bull run il arrive parce que là, je suis quand même gros sur mes positions. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup aidé au final à avoir ce sentiment un peu, pas de capitulation, mais en tout cas d'un peu d'angoisse. Et au bout du compte, on va avoir la résolution. On va avoir la résolution. Je vois que ça s'excite sur le chat qu'on a un lundi qui pump et ça fait plaisir, hein, d'un certain côté parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas des lundis qui pump. On a été habitué il y a quelques années à avoir des lundis à plus 20. Hein. Plus 20, Ah oui, Simon. on est proche des 70, je l'avais pas vu. Ah ouais. Donc, Il a bien. suffi qu'on lance l'émission pour que ça parte. Proche de 70 et Ether toujours à 2005, un plaisir. Un plaisir. Non, il a pris 20 points. Il a été à 2500 quand on a commencé. Il est à 2500 enfin. Faut pas être mauvaise langue quand même. Ouais. Il y a un dicton qui dit les derniers seront les premiers. Ouais, voilà, c'est ça. Les derniers à pump seront les premiers à pump ou vice-versa, je ne sais plus. En tout cas, on l'a vu tout à l'heure, il y a pas mal d'ordres qui attendent autour de 70. Hein, donc, si on arrive à déclencher un short squeeze, ça peut faire une bougie, en effet, qui va rapidement chercher 72, 74 et en avant. La dernière fois que j'avais regardé, je crois qu'à 73 et quelques, il y avait énormément de liquidation de short. Je ne sais pas s'ils sont un peu calmés sur le levier depuis la récente baisse, on va dire, la petite baisse qu'on a eue. Mais en tout cas, je crois qu'il y avait un gros cluster à ces endroits-là. Et si ça casse, après, c'est le price discovery, hein, j'ai envie de vous dire. Et ça, c'est le bonheur. Hein. Ouais. Il n'y a plus de vendeurs, hein, il n'y a que des acheteurs. Ouais, ben, la saisonnalité qui est respectée en plus là avec octobre, c'est assez fou. Hein, parce que rappelons-le qu'octobre avait pas très bien débuté, on était là. Hein. Dès le début octobre, on a fait un dip à 59. Donc ouais, c'est beau rattrapage. Et mis à part, je sais pas qu'est-ce qui pourrait se passer dans les 3-4 jours qui viennent, mais voilà, on devrait quand même avoir une clôture pas dégueu en mensuel. Déjà, moi, je surveille beaucoup le weekly. Si en weekly, on est au-dessus des 70, pour moi, c'est très bon signe.
On n'y est pas encore, mais Ouais. Et moi, il y a un truc qui me fait bien kiffer aussi, on en parlait il y a quelques semaines, c'était le P-Cycle Top Indicator, là, ce fameux comment dire, indicateur qui a marqué quasiment tous les tops. Et au bout du compte, il a très bien, dégonflé. Il était bien monté. Les courbes étaient pas loin. Enfin, elles étaient quand même loin, mais elles pouvaient se croiser parce qu'elles étaient dans cette dynamique-là. Et là, on a eu un bon dégonflement, un dégonflage. Et au bout du compte, ça, c'est assez cool parce que ça veut dire que ça nous laisse aussi le temps d'avoir un bull run qui dure un petit peu et qui soit pas un peu comme ce qu'on a eu en début d'année où en 3 mois, ou même pas en 2 mois, tout était plié, on avait fait une indigestion et on digère depuis, quoi. Donc ça, c'est plutôt plaisant aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'on aurait pu dire de plus? Les alts, je sais pas immédiatement si ça vaut le coup parce que face à Bitcoin, bon, mis à part Solana et quelques réfractaires, mais la majorité des alts doivent encore se faire éclater face à BTC. Donc pour le moment, Ça bouge pas on des a masses. très peu d'altes qui sont intéressantes. on Sur a ces dernières Jupiter semaines, il doit y qui avoir est quoi? Jup qui Rune finit une peut-être suivi. consolidation ici, mais pareil, j'en ai pas. Et en fait, j'ai du mal avec tous ces trucs qui sont beaucoup mis en avant sur les réseaux et qui ont encore beaucoup de release de tokens. D'ailleurs, je crois qu'il y a Celestia là qui va pas tarder à release fort aussi. Mercredi, ils vont envoyer 175 millions de tokens. Bon, ça correspond à quasi 1 milliard de dollars. Bon, là, c'est peut-être le plus gros unlock du cycle, hein. Donc, je sais pas ce que ça va donner niveau action de prix, mais ça va être violent. Ouais, c'est possible quand même que ça décharge un petit peu, que tout le monde prenne un peu sa part, même s'il y a eu déjà pas mal de ventes au premier largage. Après, ouais, c'est toujours un peu inquiétant, j'avoue, ces choses-là. Il faut voir comment c'est pris. Est-ce qu'il y en a qui gardent en se disant ça va pumper pendant le bull run? À voir. Quand il y a beaucoup de tokens comme ça en circulation et qu'il y a au final assez peu de confiance, en règle générale, ça nous fait une Terra Luna, quoi. Alors, je Le dis pas Bah que... là, Doge au c'est à peu niveau près des 80%, hein, de la Ouais, supply en plus. ouais, voilà. Bon, ouais, tu vois, quand tu es à 80%, tu peux imaginer que le prix divise par deux si ça se passe mal. Alors bien. Et ça, c'est un prix divisé par deux. C'est pas en vendant 100% des tokens qui ont été release, hein. C'est peut-être en vendant 20 ou 30%, quoi. Donc, Mm. il y a Doge au niveau des meme coins qui est pas dégueu d'un point de vue chartiste et qui représente à ce jour un peu le dinosaure des mèmes. Donc pourquoi pas hein, tu vois, pour les spéculateurs en herbe des meme coins, peut-être que c'est ouais, un peu moins risqué entre guillemets que tout ce qui se crée tous les jours sur Solana ouais, à non, Après, le c'est 37 Dodge, on 000 sait pas, tokens hein. par jour. J'allais dire si Macron, si Elon Musk il rentre au gouvernement et que Trump est élu, tout ça, on sait pas. Ça peut, Moi, tu sais, j'ai ma pensée là-dessus. J'ai mon idée, ma petite idée, mais pour moi, le Doge, il finance le voyage spatial, tu vois. Donc, s'il y a besoin d'aller sur Mars, quoi que ce soit, t'inquiète pas, le Doge, il va pumper. Ça coûte cher d'aller sur Mars. Il faut, à mon avis, pas mal de dizaines, voire de centaines de milliards. Et il faut bien les prendre quelque part. Et comme c'est pour le bien de l'humanité, a priori, c'est normal que ce soit l'humanité qui paye. Ou du moins, en tout cas, l'humanité un peu dégène. Donc c'est possible qu'au final, on ait encore un cycle un peu de dodge. J'ai pas été étudier les portefeuilles, comment ça avait accumulé, etc. pendant ce bear market. Ça peut être intéressant aussi de regarder si on avait des grosses adresses qui l'ont fait pendant ce bear market. Il y avait Rod Cox qui disait Boonwell décolle le concurrent de AAV. Et juste après, il dit gros concurrent de AAV, donc on n'en parle pas ici. Bah, désolé, mais tu vois, on en parle. Et surtout, je tiens aussi à faire un petit aparté sur ça. C'est pas parce qu'on parle régulièrement de AAV et que Marc aussi a dédié ces dernières années à AAV en particulier qu'on ne regarde pas ce qui se passe autour, qu'on n'a pas reçu je ne sais pas combien de chefs de projet d'autres projets DeFi ou des trucs comme ça sur la chaîne. Et bien entendu que si on a plaisir de parler de AAV, on a tout autant de plaisir de parler de tout ce qui se développe en DeFi
dans le champ d'application élargi. Donc, pas de Ouais, souci tout à de fait. ce côté-là. Et souvent, pour compléter ce que tu dis, souvent on parle d'AAV, mais c'est plutôt en termes de sécurité et de record, j'ai envie de dire. On a plus de vision avec AAV parce que c'est un protocole qui est plus vieux. Et souvent, les critiques qu'on peut avoir, c'est quand on a des protocoles qui vont forquer AAV, qui sont la plupart du temps des équipes qui vont être moins bonnes que ceux qui créent, on va dire, le protocole de base. Et ça, effectivement, on voit que ça peut mal finir, hein. La semaine dernière, on parlait du hack de Radiant, qui était un fork d'AAV. On ne sait pas exactement aujourd'hui comment ça a fini par se passer. Est-ce que c'était prévisible, un inside job, etc. On ne sait pas trop. Mais en tout cas, au bout du compte, si on n'en a pas parlé avant, c'est parce qu'on avait de gros doutes que ça puisse mal se passer. Et souvent, notre ligne directrice chez CM, c'est vraiment de pas de pas parler de choses qui peuvent vous induire en erreur. Même si ça peut être intéressant, des fois, en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et je vous rappelle, hein, les Terra Luna qu'on n'a pas traités, les main coins, effectivement, on a raté de l'upside, on a raté des choses où vous auriez peut-être pu faire de l'argent, mais si on est vraiment droit dans nos bottes, c'est qu'au final, vous auriez perdu de l'argent 9 fois sur 10 et c'est un choix de ne pas en avoir parlé. Donc, désolé pour les fois où on ne vous a pas fait gagner d'argent, mais très heureux de ne pas vous en avoir fait perdre non plus. Yep. Que dire de plus? Alors, attends, qu'est-ce qu'on peut… Après, je veux bien qu'on reste en live tant que Bitcoin prend des pourcents comme ça, hein. On peut rester quelques heures jusqu'aux 100 000, pas de souci. Moi, je regardais un petit truc là. J'étais en fait… peut-être, attends, je ne sais pas si je peux partager vite fait. Attends, comme ça, je te pique juste 2 secondes l'écran, mais c'est pour vous donner des fois comment est-ce qu'on trouve des alphas. J'étais sur ce site parce que je suis en train de m'occuper d'audit, etc. Et donc ça, c'est un site où vous avez à peu près en fait tous les audits qui arrivent, etc. Les projets qui vont être audités donc par les plus grosses firmes. Et en fait, je regardais ce qui se passait. Oups, excusez-moi. Je regardais ce qui se passait ici et je vois que Chainlink donc fait un audit de 200K tout courant du mois de novembre et je viens de voir qu'ils font également un audit pour du payment abstraction et je trouve ça assez bullish, j'avoue. Et donc, je me disais que voilà, Link, moi j'en ai un petit peu en portefeuille, mais je trouvais ça intéressant de se dire qu'effectivement, au bout du compte, on avait des choses possibles. Vous voyez, par exemple, on peut voir aussi que Balancer est en audit. Balancer qui va sortir sa V3 incessamment sous peu. Donc, c'est aussi intéressant de voir que cette V3, à mon avis, est en audit. Et puis, ça, c'est une possibilité. Ça permet, c'est pas l'alpha du siècle, hein, mais ça vous permet, comme je vous disais, de chercher des petits FA en direct. Le nom du site, ça s'appelle Daily Warden. Je vous colle ça dans le chat. Bougez pas, le chat. Intéressant ce site. Ouais, et ça, c'est des petits trucs. Voilà, Daily Warden, je vous ai mis le nom. Vous avez tous les audits. Et sachez qu'en fait, quand on a un audit, c'est qu'on a une nouveauté ou un protocole qui va sortir ou des choses comme ça. Donc, ça fait un petit alpha par rapport une douce pilule, pas trop dosée, mais ça, c'est le genre de truc, vous n'y allez pas tous les jours, mais vous y allez de temps en temps, vous dites, tiens, qu'est-ce qui se passe dans les 2 mois qui viennent? Alors, bien sûr, hein, c'est pas mis à jour c'est mis à jour tous les jours, donc vous n'aurez pas forcément tout, mais dans l'absolu, ça peut aider à vous dire qu'est-ce qui peut sortir de temps en temps. Et puisque j'étais dans le partage d'écran, je vous repartage au final ce dont je vous parlais tout à l'heure en termes de… si je le retrouve d'ailleurs, c'était celui-là. Tac. Et donc le P-Cycle, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc vous voyez, ça c'était le premier cycle, ça a creusé ici, on avait croisé ici, on avait le premier top. Pour le cycle de 2008, on voit que ça a croisé ici, on était au top, ça a croisé ici, on était au top.
Pour le cycle de 2018, ça a croisé ici et on était au top. Pour le cycle de 2021, eh bien, ça a croisé ici et on était presque au top, puisqu'on a eu le top qui était là, mais au final, on était presque au top. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'était qu'au final, excusez-moi, si je reprends, hop, ici, ce que je vous disais, c'est pas beau, hop, c'est qu'on avait, non, c'est pas assez gros, on va prendre comme ça, voilà, on avait quand même eu ce croisement pour le dernier top, et on avait, vous voyez, quelque chose qui se rapprochait carrément et qui allait potentiellement dans une direction pour croiser. Et en fait, là, les mois de latéralisation qu'on vient de faire, eh ben, ça a bien fait dégonfler ça. Et donc ça, c'est un indicateur que je garde en ligne de mire, hein, parce que vous voyez bien que quand ça va remonter, que ça va croiser, on ne sera pas loin du top a priori. Et ça, je vous mets le site aussi, si vous voulez, dans le chart. Tac, et ça s'appelle Bitcoin Magazine. C'est l'ancien Look into Bitcoin, je crois, mais ça a été racheté par bitcoinmagazinepro.com. Donc voilà, et il y a plein d'indicateurs là-dessus qui peuvent aussi être intéressants à regarder. Et ça, il y a plein de choses. Tu me fais penser à un site qui s'appelle, je l'ai découvert récemment, il s'appelle CBBI Crypto. Je sais pas si tu peux le présenter sur ton écran. Je vais essayer de le sortir. Tu m'as dit CBBI Crypto. Et ouais, plus loin, tu tapes crypto, c'est le premier site normalement. CoinTalk. Ouais. Ouais, alors attends, je te le partage. Check. En fait, ce site, c'est un espèce d'agrégat de différents indicateurs et il y a le pi dedans. CBBI, Storage Shark. Ouais, ça, on a plein. Ça, c'est pour Voilà. ceux qui aiment les. Et tu vois, au-dessus, tu as le pi, un... justement, si tu cliques dessus, tu vas avoir le graphe correspondant. Je trouve ce site pas mal. Ouais, ça te permet. Bon, là, c'est exactement le graphe que. Oups, là, j'ai cliqué et c'est le graphe que je viens de vous montrer. Voilà. Et si je reviens sur celui-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent être intéressants? Celui-là, je ne le connais pas. Celui-là, c'est le Hall. Le PL multiple, il peut être intéressant. Le MVRV score, ça, c'est quelque chose qu'on regarde souvent en soi. Et on est plutôt pas mal. Vous voyez, en règle générale, le MVRV score, il pique quand on est au top. Voilà. Là, il avait piqué, mais vous voyez qu'il était tout juste rentré dans la zone rouge, hein, cette zone-là d'abus total au-dessus des 70%. Là, on est loin. Hein. Vous voyez, il reste de la marge hein, si on doit popper. Alors, des fois, c'est de plus en plus petit. Celui-là, il a été petit, mais il avait quand même atteint la zone rouge, mais ce n'est pas pour longtemps. Je ne sais pas si celui-là montera dans la zone des 70%, mais en tout cas, quand on est dans la zone des 20%, après, peut-être pas, hein, peut-être que c'est quelque chose qui ira aux alentours des 60 cette fois-ci. Exactement. Je me souviens plus exactement comment il est calculé, mais il y a la market value, donc le prix du Bitcoin. La realized value, c'est le prix du Bitcoin la dernière fois qu'il a bougé, etc., par rapport aux acheteurs, aux vendeurs. Et le Z-score, c'est la déviation standard par rapport aux extrêmes, etc., le between market. Donc, vous mettez tout ça et vous obtenez cette belle courbe. Donc ça, c'est aussi un indicateur qui peut être cool à regarder de temps en temps. Et on avait fait un petit message, je pense qu'on partagera. Quand on sera vraiment au bull run, etc., on avait déjà étudié la chose avec CM. On avait vu plein d'indicateurs de sortie de bull run qu'on n'avait pas forcément suivis, mais qu'on a réétudié en bear market et on s'est dit qu'on avait été con de ne pas les suivre. Ouais, c'est ça, à la fin, quand on a en plus tous les trucs sociaux qui clignotent au rouge, faut se faire violence pour suivre le plan tel qu'on se l'est fixé, mais il y a toujours du bruit vraiment à ce moment-là qui te dit de tous les côtés, ouais, mais regarde à quel point c'est boule, ça va jamais redescendre et je sais pas. Vu que même au printemps, j'ai revu un peu le même type de comportement en mars 2024, juste avant que tout se pète la gueule, à un moment où moi, ça commençait à me rendre mal à l'aise et le truc de Hanouna, la TPMP, ça a été l'apogée. Je me dis que peu importe où sera le futur top là sur les cryptos, ça refera ce que ça a toujours fait.
En fait, la prise de profit, j'en suis venu à la conclusion que ça doit être un peu, bon, désolé pour l'analogie foireuse, mais un peu comme quelqu'un qui pratique la religion, un truc très personnel sur lequel tu vas faire ton propre cheminement et auquel tu vas pas en parler autour de toi et voilà, tu traces ta route. Et je pense que quand on prend ses profits, on en a suffisamment chié entre guillemets par rapport à son propre parcours. Et c'est un truc qui nous regarde que nous. Et en fait, si je peux vous recommander un truc par rapport à ça, au moment où vous sentez que vous allez justement devoir commencer à prendre vos profits, n'essayez pas de jauger qui que ce soit pour avoir un avis extérieur face à tout ça, parce que vous allez avoir des avis pessimistes, des avis neutres et des avis la plupart du temps à ce moment précis qui en majorité vont vous dire ça va continuer de monter. Et en fait, vous allez complètement vous faire flinguer alors que vous aviez un plan et que vous alliez vous y tenir. Et vous allez voir le truc qui va peut-être prendre 10% de plus. Vous allez vous dire trop génial, je suis un génie puisque j'ai pas pris les profits au moment où je voulais le faire. Et derrière, vous prenez la première candle de moins 30, moins 40. Et là, de suite, vous n'êtes plus le génie que vous pensiez une semaine auparavant. Donc, faites bien gaffe à ça. Et voilà, ensuite, c'est le métier qui rentre, comme disait mon vieil oncle. Et quand vous aurez trop de screenshots de votre wallet dans votre téléphone, vous savez aussi que c'est pas bon signe. Quand vous dépassez les 10 screenshots, vous savez qu'il s'est passé quelque chose et que vous n'êtes pas loin d'avoir make it. Ah, ça, c'est vrai, ça. Ça me rappelle, il y avait un tweet de CM qui avait fait un récap des indicateurs un peu réseaux sociaux, sentimentaux, un peu foireux, là. Il y avait les screenshots dedans, il y avait les emojis fusés dans les chats partout. Il y avait on va bien se marrer. Franchement, si on part en bull run, on va bien se marrer quand même, parce qu'on s'est un peu fait chier, on va pouvoir enfin refaire des blagues et tout, ça va être drôle. Enfin, comptez sur moi. Manu, il est chaud quand le BR vient. On l'arrête. C'est clair. Il va nous faire un live tous les soirs en détente. En plus, ce soir, on a quand même quoi, allez, on est encore un peu moins de 500, donc toujours l'élite présente, etc. Donc c'est des choses qu'on dira pas, hein, bien sûr, dans un mois et demi quand on sera en bull run, hein, il y aura plus de question d'élite, l'élite saura et l'élite sera. Et par contre, on pourra quand même se marrer sans aucun souci, quoi. Il manque le plombier, on nous dit dans le chat. Peut-être qu'on se fera poustache tous les deux, ça se trouve. Hein. Comme ça, vous aurez Mario et Luigi, quoi. Je ne dis pas, tu vois. un truc comme ça, mais voilà. J'imagine pas le cosplay, quoi. Ouais. Bon, moi, je peux pas rester trop longtemps ce soir, CM. Ouais, pareil. C'est pour ça que j'ai un avec San Francisco, je sais pas quoi. Eux, ils dorment jamais. Ils se lèvent en pleine nuit. Je comprends pas leur délire. Mais c'est peut-être parce qu'ils sont à l'autre bout de la Terre, d'un autre côté. Donc, je les pardonne. Ouais. Il y a pas mal de gens qui demandent le lien du Discord dans le chat. Donc, si on a un modérateur ou admin qui peut en générer un, moi, je suis pas sur l'ordi où j'ai Discord. Attends, là. Je te le donne tout de suite. Je le mets. Allez, hop, jetez-vous dessus. Voilà. Et sur ces belles paroles, merci à tous d'avoir été là. Merci Manu et Samy. On se retrouve mercredi pour la quotidienne avec peut-être un nouvel ATH d'ici là, qui sait. Et si ça se fait pas maintenant, ça se fera plus tard. C'est pas bien grave. Que dire de plus? Faites gaffe à vous autour de cette semaine roulante jusqu'à l'élection, avant, après. Et ensuite, on aura nos confirmations, ou peut-être pas. Mais en tout cas, l'essentiel, c'est qu'on avance. Et au bout de 8 mois de consolidation sur Bitcoin, s'il ne nous fait pas un breakout des enfers, c'est que vraiment, on s'est tous fait scammer, là, pour le coup. On est consolidés, en tout cas. Ouais. Merci à tous. Bonne soirée. Ciao, ciao. Bonne soirée.